Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur France 3 Bretagne pour une émission spéciale diffusée sur les réseaux sociaux et sur internet. Alors là, on est au Festival du Journal Intime à Saint-Gildas-de-Ruys dans le Morbihan, c'est la 3e édition. Il fait encore un peu beau, on profite du verger et des pommiers qui ornent ce joli paysage. C'est la 3e édition du Festival du Journal Intime. Pendant 3 jours, vous pourrez venir apprécier des lectures, alors de gens connus ou pas connus, participer à des ateliers. Et surtout, ce sera l'occasion de se pencher un peu sur ce qui nous fait nous raconter, nous écrire, nous décrire, alors soit dans le secret le plus complet, ou au contraire en montrant tout. Et c'est vrai que là, la notion d'intimité devient un peu complexe, encore plus à notre époque, diront certains. Alors je ne suis pas seule pour faire cette émission, comme vous pouvez le voir, je suis bien entourée. Je vais faire les présentations, déjà avec vous, Jean-Pierre Guénaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, historien, on vous doit Paroles de poilu notamment, Paroles de femme. Vous êtes un grand amoureux des lettres, dans tous les sens du terme, qui permettent de raconter des gens, des métiers et aussi des époques, vous nous en direz plus. À côté de vous, il y a Baya Sadou. Bonjour Baya. Bonjour. Vous êtes étudiante à l'École supérieure d'art de Bretagne. Et avec vous, on parlera de la démarche artistique que l'on peut mettre derrière les histoires intimes. Et on évoquera notamment une période que vous avez passée avec l'annonce d'une maladie. Voilà, donc voilà, merci. À côté, il y a Claire Lenègre, Claire qui est prof de français et qui nous rappellera que en fait, le journal intime, c'est un exercice que l'on explore au collège, notamment en 3e. Et pour en parler, qui de mieux que Jade et Lily Rose, qui sont toutes les deux élèves de Claire et qui sont au collège en 3e. Alors toutes deux, vous pratiquez le journal intime depuis plusieurs années et vous nous expliquerez ce que ça vous apporte et aussi pour l'une d'entre vous que l'exercice a été un peu transformé, vous le verrez. À la fin de l'émission, vous verrez, on aura le droit à un gros clin d'œil d'Éric Orsena qui est l'un des invités du festival, il sera là dimanche. Là, aujourd'hui, il ne pouvait pas être avec nous, mais il nous a accordé un entretien à son domicile parisien et il nous livrera un petit peu son point de vue sur ce festival du journal intime, sur l'intimité, la sincérité. Vous verrez, il a beaucoup de choses à dire. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec vous, Jean-Pierre Guénaud. Donc, je l'ai dit, vous êtes historien, écrivain. Est-ce que déjà, on peut donner une définition du journal intime? Est-ce qu'il y a des codes, finalement, qui identifient ce format? C'est la littérature intime et autobiographique. Ça peut être beaucoup de choses, en fin de compte. D'abord, l'histoire est ancienne. Tout ça nous vient des livres d'heures, des livres de raison du Moyen-Âge. On est toujours en pleine ambiguïté. Jusqu'à quel point le journal intime reste-t-il réservé au diariste, à celui qui le dirige, qui le rédige? Jusqu'à quel point ce journal intime est-il tourné vers les autres? Il y a des gens qui donnent des consignes très strictes pour qu'on n'exploite pas leur journal intime. Il y en a d'autres qui font le contraire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un genre qui a réservé leur part aux femmes, contrairement à tous les autres genres littéraires. Vous savez que beaucoup de romancières ont dû prendre des noms d'hommes pendant longtemps, se déguiser, car voilà, elles n'avaient pas la part belle auprès des hommes de lettres. C'est pas du tout le cas avec le journal intime, puisque si on relève, c'est un peu arbitraire, 80 grands maîtres et grandes maîtresses du journal intime à travers l'histoire, il y en a 20% qui sont des femmes, dès le Moyen-Âge. C'est quand même quelque chose de très intéressant. Et ça reste un peu le cas aujourd'hui. Donc on sait aujourd'hui que parmi les lecteurs, il y a beaucoup de lectrices. Et bien parmi les diaristes, il y a beaucoup de femmes, depuis le départ. Alors Jean-Pierre, juste un mot. Est-ce que quand même, au niveau du format vraiment du journal intime, j'ai vu par exemple, vous pouvez parler de traces datées. Est-ce que ce rapport à la date, au lieu, à la personne, il y a quelque chose quand même autour de ça? Il est très important. Le journal est inscrit dans l'espace et dans le temps. Il y a eu des gens très, très critiques, très méchants vis-à-vis du journal intime, en disant que c'était un genre, c'est une sorte de logorée manuscrite, que c'était un genre pas travaillé. C'est totalement faux, c'est quelque chose de très important. Avec un journal intime, chacun peut faire sa thérapie en quelque sorte. Que font d'autres les gens qui sont sur le divan du psychanalyste, sinon dérouler oralement? Parce que le journal intime est écrit, mais il y a des journaux intimes enregistrés, filmés. Il y a d'autres façons. On peut penser que certains musiciens, à leur manière, expriment leur journal intime. C'est cette espèce de coïncidence. Ce qui est formidable, c'est que c'est une expression. Alors c'est d'abord un rapport qu'on entretient avec soi-même. Et si moi, spécialiste de la correspondance, je suis tellement intéressé par le journal intime, c'est que très souvent, un journal intime, c'est d'abord un peu une lettre qu'on s'écrit à soi-même. Et on en a une preuve pendant la guerre de 14. Alors, justement, je vais y arriver sur cette
Importance du journal intime aussi qui permet de raconter tout un pan historique, l'histoire avec un grand H. Vous, je l'ai dit au début, vous avez écrit, vous avez permis un recueil en tout cas de tout un tas de correspondances de journaux intimes avec paroles de poilus. En fait, tout ça, à la base, c'est quand même des journaux anonymes que vous avez aussi recueillis. Les auteurs ne savent pas qu'ils ont été publiés. Comment justement ces journaux intimes arrivent Alors pas anonymes, ils ont toujours un auteur. Ils ont toujours un auteur, d'accord. Les écrits anonymes, c'est autre chose, les lettres anonymes. Eh bien, comment on décide, vous voyez, de publier ceux-là plutôt que d'autres peut-être, et justement de leur donner cet intérêt historique? D'abord, le journal intime se marie bien avec les phases difficiles de l'existence, ou au contraire avec des phases très intenses. À chaque fois que l'homme est au bord du gouffre, il a tendance à prendre la plume. Et c'est pas un hasard si les adolescents sont si férus de journaux intimes. L'adolescence est un passage difficile. On apprend à être, on devient. Et toutes les métamorphoses, toutes ces phases sont très très difficiles. On est éjecté de l'enfance. C'est ce que l'auteur du Grand Maul, d'Alain Fournier, appelait la dure vie basse. La fin de l'adolescence, l'arrivée dans l'âge adulte, c'est un crash dans la dure vie basse. Et c'est pour ça que le journal intime est si précieux. Alors pendant la Grande Guerre, les gens écrivaient, la correspondance était censurée. On pouvait fusiller des gens pour ce qu'ils disaient, mais les gens se disaient que l'espérance de vie était très courte et que mourir de ça ou d'autre chose. Mais beaucoup ont trouvé l'astuce du journal intime qui échappait à la censure. Et quand j'ai récolté ces 10 000 dossiers, lorsque j'avais fait un appel à Radio France en demandant aux Français de m'envoyer les plus belles lettres de poilus cachées dans leurs archives, il y a eu énormément de carnets. Donc de journaux intimes, donc de ces lettres qu'on s'écrit à soi-même, mais qu'un de mes auteurs favoris, parmi ces paroles de poilus, Maurice Maréchal, celui qui est sur la couverture, qui a été un des plus grands violoncellistes du XXe siècle, un Français, il le dédie à sa mère. Et alors, il y a toujours, dans ces journaux intimes écrits dans des périodes difficiles, un côté testamentaire. Les gens se disent que peut-être ces phrases qu'ils écrivent, ce sont leurs derniers mots, car ils peuvent mourir du jour au lendemain. Donc là, en fait, on peut le dire, les journaux intimes, c'est vraiment le reflet de périodes, d'époques, de guerres. Et voilà, encore une fois, je voulais vous demander comment en fait vous avez opéré ce travail, comment vous choisissez en fait finalement ces textes qui vont apparaître sur la place publique au final. Est-ce qu'il y a quand même une sélection ou vous aimez bien laisser les choses Il y a une sélection terrible. 10 000 lettres au départ. Une lettre, c'est parfois 200 pages, c'est parfois un dossier de 200 pages. Parce que les gens envoient toute une correspondance pour un auteur. Des carnets à n'en plus finir. Il faut avoir en tête que les gens pouvaient écrire 3-4 fois par jour pendant la guerre de 14. Et la guerre a duré 4 ans et demi pour ceux qui ont survécu. Donc c'est quelque chose d'énorme. Alors, qu'est-ce qui fait la sélection ? Le pouvoir documentaire, le pouvoir historique, mais plus encore le pouvoir d'émotion. La plupart de ces gens-là ne sont pas des écrivains professionnels, qu'il s'agisse des diaristes ou des épistoliers. Mais leur âme vibre. Ce que je cherche, je suis un traqueur de ça. Je cherche ce que j'appelle la vibration, la petite musique de l'âme humaine. Et c'est dans la littérature de l'intime qu'on la trouve, c'est-à-dire dans les lettres, dans les journaux intimes. Et alors pour le lecteur, c'est magique. Car quand vous êtes le lecteur d'une lettre, qui a priori ne vous était pas adressée, quand vous êtes le lecteur d'un journal intime, qui a priori ne vous était pas adressé, vous en devenez, car on est à la première personne, le je, vous en devenez simultanément l'auteur. L'auteur se projette dans vous, sort de ce corps, et vous en devenez le destinataire privilégié. Donc il y a une magie particulière à la lettre et au journal intime. Alors justement, là vous avez évoqué un point important, c'est que la plupart des gens qui écrivent, ce n'est pas des professionnels de l'écriture, et on voit que de la pratique ordinaire, le journal intime est aussi devenu une pratique littéraire, et je voulais vous demander un peu, comment s'opère cet exercice. Par exemple, il y a des écrivains bien établis qui se lancent, on va dire, dans ce genre. Et au final, est-ce que la parole est aussi sincère que dans un journal intime, on va dire, lambda, si je puis m'exprimer ainsi ? Alors c'est tout le problème, parce qu'on a glissé quand même, à partir des années 70, vers ce que j'ai appelé dans un de mes livres il y a 30 ans, la société du tout à l'ego, de l'hyper-narcissisme. Et on a aujourd'hui des outils de communication qui favorisent ce narcissisme. Les journaux intimes ont mué. Ils sont devenus des blogs. Simplement, la grande différence entre le journal intime et le blog, c'est que souvent le journal intime était fait pour rester secret, cadenassé, dans un recueil, avec un peu de folklore. Aujourd'hui, le blog, par définition, il est fait pour être divulgué.
Donc on a changé de paramètres, mais on a toujours été dans une grande ambiguïté entre le désir de s'exprimer, le désir de toucher les autres. Il ne faut pas oublier qu'un journal intime, ça peut être relevé du registre de la confession, du secret, de la confidence, c'est aussi souvent une bouteille à la mer. D'abord vis-à-vis de soi-même, parce qu'on exprime des choses, on les sort de soi-même, au sens quasiment psychanalytique du mot. Et puis c'est une main tendue vers les gens, c'est vraiment une bouteille à la mer. C'est quelque chose de très important. Alors je m'adresse à vous tous. Est-ce que ce que vient de dire Jean-Pierre, ça vous évoque des choses? Est-ce qu'il y a des questions peut-être que vous auriez envie de poser? D'accord. Alors on va peut-être parler un peu de la forme. Justement, Jean-Pierre, vous disiez que ça a subi des évolutions, le journal intime. Donc est-ce qu'il y a des évolutions notables quand même, d'après vous? L'ego. J'avais fait le même exercice avec les lettres d'amour il y a quelques années. Je m'étais rendu compte du fait que jusque dans les années 70, on est dans l'altruisme. Une lettre d'amour dit « je t'aime ». À partir des années 70, progressivement, il y a de plus en plus de lettres d'amour qui disent « je m'aime ». Donc les gens sont en boucle avec eux-mêmes. Ça, c'est le grand danger. Si ça devient la littérature de l'ego exclusivement, ça n'est pas fait pour les autres. C'est un peu comme les gens qui, dans des mémoires, racontent leurs souvenirs d'anciens combattants. Ça va 5 minutes, mais rapidement, ça ne concerne que. L'écriture, c'est un geste qui, a priori, est tourné vers les autres. On écrit pour être lu. Sinon, ça pose un gros problème. Alors le journal intime, au départ, on n'écrivait pas forcément pour être lu, mais enfin, il y a toujours ce désir secret à un moment donné. C'est une main tendue quand même. D'accord. Alors justement, c'est l'occasion de parler avec vous. Baïa, maintenant, vous êtes étudiante en master visuel à l'École supérieure d'art de Bretagne à Lorient. Vous avez 23 ans et vous avez décidé depuis plusieurs mois d'explorer en fait un moment de votre vie. Donc c'est l'annonce d'une maladie en 2018 et vous allez à travers la bande dessinée et le dessin exploiter ce que vous avez ressenti, les étapes par lesquelles vous êtes passé. Alors, je voulais vous demander déjà, pourquoi ce choix du dessin justement et de la BD? Alors déjà, le dessin, depuis que je suis jeune, c'est quelque chose d'assez naturel en moi et j'aime écrire aussi depuis longtemps. Et ensuite, il y a quelque chose d'assez pratique dans l'instantané, c'est-à-dire que je tente de comprendre des situations et des émotions qui étaient alors inédites sur plusieurs questionnements, situations qui m'ont traversée depuis cette annonce de cancer. Et le dessin me permet, parce que j'utilise par exemple des formats qui ne sont pas trop grands, je peux les transporter avec moi. Comme pour les outils, je peux les transporter, donc à n'importe quel moment, je peux directement tenter de retranscrire soit cette émotion ou cette situation que je traverse. Alors justement, qu'est-ce que vous avez choisi de raconter, de dessiner de cette maladie? Est-ce que c'est vraiment l'aspect de votre corps peut-être qui a changé ou qui a subi des choses? Est-ce que c'est vraiment l'émotion pure que vous avez traversée à ce moment-là? Qu'est-ce que vous choisissez de montrer en fait aussi au final? Ce que je tends à montrer, c'est notamment, je pense, un sentiment de décalage, l'isolement social qui a pu découler de tous ces événements-là. J'évoque notamment la fatigue, la modification de la mécanique du corps et aussi des émotions liées à la fois au choc émotionnel et au fait que j'avais un dosage hormonal qui provoquait divers effets secondaires. Et en effet, tout ça, c'est aussi une manière c'est peut-être un grand mot, mais de me réapproprier mon corps déjà en première étape. Et puis, en effet, c'était l'élément déclencheur était cette maladie. Ensuite, c'est devenu une forme de thérapie pour moi. Et je tends à pousser ça plus loin que juste une forme de thérapie, bien sûr. Et alors, voilà. Au niveau parce que quand vous faites les dessins, est-ce que ça peut être des dessins qui vivent tout seuls? Est-ce que c'est toujours linéaire dans votre construction, en fait, dans votre approche? Non, justement, c'est tout sauf linéaire. C'est-à-dire que le récit n'a pas un déroulé tout à fait conventionnel, ne serait-ce que sur la temporalité. Il y a des vrais moments de coupure, par exemple. Et le style graphique que j'utilise, la façon dont je dessine, va changer en fonction de mon état sur l'instant même. Donc ça devient aussi un vrai prétexte d'expérimentation
graphique. Lorsque je dessine, ça me permet d'explorer également et de me renouveler. D'accord. Là, en fait, vous, Baya, clairement, vous faites un choix, c'est de montrer les choses, donc de mettre en lumière ce qui vous arrive par ce dessin. En quoi c'est important pour vous, finalement, que ça ne reste pas caché? Enfin, en tout cas, que ça ne soit pas qu'à vous. D'accord. Bon, déjà, je ne pouvais pas travailler sur autre chose que ça. Donc, je suis pleinement investie dans ce travail-là et je ne pouvais pas être investie dans autre chose. Et ensuite, je pense que ce travail peut ensuite avoir des intérêts pour d'autres lecteurs, dans le sens où, même s'il s'agit d'un récit autobiographique et intime, je pense que ça peut évoquer différentes choses dans la société et dans la vie des autres également, et peut-être représenter un intérêt également pour un lecteur. C'est une forme de partage aussi, finalement. Voilà, exactement. J'ai envie de partager et voilà, c'est ma façon de communiquer ces émotions et ces sentiments en faisant se rencontrer le texte et le dessin. Et le dessin n'aurait pas été suffisant, tout comme le texte n'aurait pas été suffisant. Alors là, je pense à voix haute, mais je pense que le dessin, c'est quelque chose qui a été aussi très tôt un outil, Jean-Pierre, vous me direz si je me trompe, mais de raconter un intime. Je pense, alors c'est pas très rigolo, mais au dessin des sondeurs commandos pendant la Seconde Guerre mondiale, ceux qui s'occupaient des chambres à gaz, on a retrouvé des dessins enfouis à Auschwitz, donc des dessins vraiment datés et signés des fois. Donc là, on laisse c'est des traces aussi importantes, quoi. Oui, très souvent, les journaux intimes sont illustrés. On pense aux journaux de peintres. Mais en écoutant Baya, on voit à quel point le journal intime, c'est un de ses rôles essentiels. C'est un briseur de solitude. C'est une recherche de liens. C'est ce que j'appelais tout à l'heure une main tendue. C'est très, très important. Alors, quand les gens ont la chance de savoir illustrer, de savoir dessiner, c'est merveilleux. On connaît aujourd'hui la vogue du roman graphique, mais les journaux intimes illustrés ont un plus, surtout ceux des peintres. Alors, je me permets de vous demander, Baya, avant de parler avec Claire Le Nègre, qui est prof de français, est-ce qu'il y a un journal intime qui vous a marqué en tant que Baya, jeune fille Un journal intime qui m'aurait marqué que vous avez lu, peut-être. Je pense pas vraiment à un journal intime, mais c'est une bande dessinée contemporaine qui mélange autobiographie, mais tout de même une part de fiction. C'est Moi, ce que j'aime, c'est les monstres de Émile Ferris, qui a des talents également de dessin incroyables. Et ça m'a marqué. Après, plusieurs, mais là, c'est celui qui me passe par la tête, en tout cas. D'accord. Alors, c'est l'occasion pour moi de rebondir, puisque c'est vrai que les journaux intimes, on en connaît pas mal, qui ont été écrits par des gens très jeunes. Par exemple, on se souvient tous du journal d'Anne Frank. Il y avait le journal de Zlata aussi, c'était le témoignage d'une jeune femme pendant la guerre à Sarajevo. Et c'est vrai qu'on découvre ça finalement à l'école quand même. La plupart des journaux intimes viennent à nous par ce biais-là. Et donc Claire, j'en profite avec vous parce que vous êtes professeure de français. Et donc vous travaillez en collaboration avec aussi votre collègue d'art plastique avec les élèves de 3e. Ça fait partie du programme en fait. Oui, tout à fait. On a la chance en 3e de pouvoir travailler avec les élèves sur un thème qui s'appelle « Se raconter » et se représenter. Donc on nous incite vraiment à travailler sur l'écriture de soi et sur la mise en illustration, se représenter. Bien sûr que nous, on va d'abord passer par les classiques, le journal d'Anne Frank, on va en parler. On va parler bien sûr des lettres de Poilu. On utilise beaucoup votre ouvrage, Monsieur Guénaud aussi. Parce que, comme vous le disiez, on écrit souvent au bord du gouffre. Parce qu'on a besoin, c'est une sorte de bouteille à la mer, mais nous qui vivons notre petite vie, ce gouffre peut-être nous fait peur. Et donc lire un journal intime, c'est aussi une manière d'apprivoiser, je pense, la souffrance, d'apprivoiser, dans le cas de vos dessins, on les a vus tout à l'heure, c'est quelque chose de marquant parce qu'en fait, on se demande, quelqu'un qui souffre, comment il surmonte ça. Donc pour nous, c'est vrai que c'est exactement dans le partage, je rebondis vraiment sur ce que vous disiez, parce qu'on a besoin de ces exemples-là, de ce partage-là, pour apprivoiser un peu aussi nos peurs. Donc ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et donc non seulement on doit leur faire lire, mais aussi on doit les amener à produire. Alors, et donc, justement, voilà. Je voulais vous demander, parce qu'on est tous été ados, comment s'est perçu l'exercice quand vous annoncez en début d'année, alors les enfants, on va travailler le journal intime et tout, sachant que là on sera dans un exercice individuel, mais à la fois collectif devant d'autres. Qu'est-ce qu'ils vous disent les élèves quand ils reçoivent les consignes, entre guillemets? Oui, alors l'idée, c'est qu'en général, on leur dit, bon, alors vous allez raconter vous aussi votre autobiographie. Donc vous allez nous parler de vous. Et c'est vrai qu'en général, il y a un peu un moment de stupeur, enfin du moins pour ceux qui n'écrivent pas, parce que ce qui leur vient à l'idée, c'est qu'ils n'ont
rien vécu de marquant, de passionnant, ils n'ont pas vécu la guerre, ils n'ont pas vécu tout ça, donc qu'est-ce qu'ils vont raconter ? Et tout l'art, c'est d'essayer de faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir vécu des aventures extraordinaires pour se tourner vers soi et que explorer un peu l'intérieur de soi-même, c'est en soi une aventure. Alors ça se fait pas naturellement. Nous, on est là aussi pour donner les mots parce que souvent en troisième, le vocabulaire manque, même pour parler de soi, c'est pas si évident. Donc l'enrichissement du vocabulaire est fondamental, trouver les mots pour le dire, pour dire qui on est. Et surtout, pour prendre conscience que ce qui a de la valeur, c'est ce qu'on va trouver en soi-même, les sensations qui se sont emmagasinées depuis qu'on est petit, les personnes qui ont compté pour nous. Le partage aussi, que ce soit pas justement un exercice où on va juste tourner en boucle sur soi, dire alors quels sont mes goûts, mes qualités, mes défauts. Mais ce qu'on essaye de dire, c'est comment vous êtes perçu par l'extérieur, comment vous aimeriez qu'on vous perçoit, comment s'est construit votre vie. Allez voir vos parents qui vous parlent des premières années dont vous n'avez pas de souvenirs. Entre 0 et 3 ans, les souvenirs ne sont pas remontés à notre conscience. C'est perdu si on ne nous en dit rien, si on n'a pas des photos. Donc ils ont toute cette enquête à mener. On les aide comme ça par des petites recherches concrètes pour se réapproprier un peu leur moi et pour essayer de faire de cette aventure, alors quelque chose qui, nous, on demande en tout cas une production sous forme de dossier qui soit beau, qui soit aussi un bel objet, qu'ils puissent également garder. Voilà. Alors, c'est vrai que là, vous, Claire, vous avez mis en place des stratagèmes pour pouvoir les faire sortir d'eux-mêmes. Il y en a plein qui existent. On a évoqué les formes maintenant qui muent, en fait, puisqu'on n'est plus qu'avec un journal papier. Ça peut aussi prendre la forme de vidéo. Vous, Claire, et puis vous aussi, les filles, vous allez dans l'année travailler avec Irvine Annex, qui est artiste associé avec le Festival du Journal Intime. Et lui, c'est vraiment son projet, c'est de faire recueillir cette parole des adolescents. Donc, il a mis notamment en place un projet vidéo qui s'appelle « Mon cher futur moi ». C'est en fait une espèce de lettre qu'on s'adresse à soi-même pour dans 10 ans. Donc, je vous laisse en regarder un petit extrait. Cher futur moi. Bon. Je suis actuellement toute seule chez moi, à parler à une caméra et à m'adresser à moi-même dans le futur. C'est plutôt paradoxal. Je suis pas une femme. Parce que peut-être que toi, je sais pas si tu seras vraiment une femme. Je sais pas si on est faite pour être une femme. Je pense qu'on est plus du genre une énergumène pleine d'énergie. Parce que être une femme, ça veut dire être une adulte. Et être une adulte, c'est assumer des responsabilités. On a tous quelqu'un qui est fait pour nous dans le monde. Et vraiment, t'auras changé d'avis sur les mecs, t'inquiète. Si là, actuellement, t'es encore en train de pleurer devant cette vidéo à te dire « Non, les gars, ça sert à rien, je veux plus jamais... » Non, clairement, c'est ridicule. Là, ressaisis-toi, fais quelque chose, je sais pas, appelle tes potes, dis-leur de te présenter des gars, mais non. À bientôt, ou de toute façon, on se rencontrera jamais. Juste à part interface d'un écran. Donc, je pourrais pas répondre à tes questions. Voilà, c'était comme ça en 2016. Chargé. Alors, on a vu un petit extrait de Mon cher futur moi. C'est un projet donc, sur lequel peut-être aussi vous, les filles, vous avancerez dans l'année. En tout cas, des autres classes vont le faire. Qu'est-ce que vous pensez de cette forme-là vidéo pour se raconter ? Déjà, c'est très intéressant. Donc, on a pu regarder le teaser des vidéos. Et c'est vraiment intéressant. Je sais pas comment vraiment m'exprimer, mais c'est intéressant. Voilà. Vous savez, vous, ce que vous auriez envie de vous dire à votre futur moi dans 10 ans ? J'aurais plein de trucs à lui dire à mon futur moi dans 10 ans. Il y a tellement de choses à lui dire. Déjà, j'espère que c'est toujours la même. C'est toujours la même personne. Et que elle est heureuse aussi. Et qu'elle fait ce qu'elle a envie, ce qu'elle a toujours eu envie de faire. Et qu'elle vit sa meilleure vie. Vous espérez rester fidèle à vous-même en fait ? Oui, voilà, j'ai pas envie de changer et je suis très bien comme je suis, donc voilà. Alors vous, Jade, vous avez 15 ans et vous, le journal intime, c'est quelque chose qui fait partie de votre vie ? Oui, voilà, c'est ça. Donc vous écrivez depuis combien de temps ? Ça va faire à peu près 2 ans que j'écris. Et vous écrivez sur quoi ? Parce que pour le coup, vous changez un peu de forme. Moi, j'écris que sur mon téléphone. Vous l'avez ? Oui, il est juste ici. D'accord. Donc j'écris que sur mon téléphone parce que c'est le support que j'ai tout le temps sur moi.
c'est la première chose qui me vient, donc pardon. Donc c'est juste sur mon téléphone. Et en fait, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à commencer à écrire en fait C'était quoi le point de départ en fait de votre démarche? Moi, c'était la musique. Donc j'ai écouté une musique. Cette musique m'a fait ressentir une drôle de sensation. Donc c'est une émotion. C'était surtout de la tristesse. Et j'ai voulu expliquer pourquoi j'ai ressenti cette soudaine tristesse. Et du coup, je me suis mise à écrire et puis voilà. Alors vous, sans rentrer dans les détails parce que c'est votre journal intime quand même, qu'est-ce que vous racontez en fait? Déjà souvent j'écris sur mes émotions. Donc par exemple quand j'ai passé une bonne journée, je dis j'ai été heureuse parce que si, parce que ça. Enfin c'est vraiment centré sur les émotions. Et j'écris que avec de la musique aussi d'ailleurs. Et j'écris surtout mes émotions, j'explique pourquoi. Enfin, qu'est-ce qu'une émotion? Souvent j'écris la définition de cette émotion. Et après, j'improvise, j'écris souvent ce qui sort de ma tête. Et après, je relis et je refais des textes bien organisés pour ensuite que ça soit bien correct. Donc en fait, vous faites un petit premier jet et après, vous reprenez le soir Voilà, un peu et vous réorganisez vos idées. Oui, voilà, en fait. c'est ça. Est-ce que vous montrez, est-ce que vous écrivez à personne ou à quelques personnes? Des fois, je montre à quelques rares personnes, dont à ma meilleure amie qui en a vu passer des textes. Mais sinon, je préfère garder pour moi, parce que c'est un journal intime, même si on écrit, c'est pour être lu, comme on a dit tout à l'heure. Mais je préfère quand même garder pour moi, mais ça ne me dérange pas de partager si jamais quelqu'un veut s'y intéresser. Mais vous ne montrerez pas tout Oui, voilà, il y a quelques trucs que je préfère que ça reste privé pour moi. D'accord. Vous, Lily Rose, vous êtes aussi... vous avez 14 ans et vous êtes en 3e. Alors vous avez commencé par le journal intime. Oui. C'était quand? Assez jeune, hein? Oui, j'étais en CE2, j'avais 8 ans. Et puis oui, des fois tout ne se passait pas forcément bien. Ou quand je me sentais triste ou quoi, j'avais ce besoin de l'écrire pour en avoir une trace. Et donc du coup, j'ai commencé à tenir un journal que j'alimentais dès que ça me prenait. Et donc, ouais, voilà. C'était régulier aussi ou c'était vraiment quand vous aviez besoin Ça date d'il y a longtemps que je ne me souviens plus exactement, mais oui, c'était assez régulier quand même. D'accord. Et là, après, vous faites un saut dans l'écriture, mais vous abordez l'écriture maintenant d'une toute nouvelle manière. Et en fait, vous avez aussi commencé assez jeune, puisque c'était en CM2, les cloches sonnent. Oui, donc vous faites, Lily Rose, un grand saut. Oui, en CM2, c'était avec ma cousine, on avait eu une sorte de petit délire un peu, on s'était dit, oh tiens, si on écrivait un livre comme ça pour rigoler, et puis on avait commencé, sauf qu'elle, elle avait jamais terminé, et que moi j'avais vraiment pris ça au sérieux, et puis donc j'avais fini le livre, et puis après j'ai jamais arrêté d'écrire. Donc vous maintenant vous êtes les deux pieds dans la fiction. Oui. Mais est-ce que quand même comment vous voyez l'exercice du coup maintenant? Est-ce que ça reste de la fiction vraiment totalement ou... Oui, ça reste entièrement de la fiction, mais je pense qu'inconsciemment, il y a des choses qui ressortent, des choses que j'ai envie d'exprimer, des envies, des rêves que je peux pas encore atteindre. Donc du coup, je les transmets dans mes romans et je me plonge dans la peau d'un personnage et puis là, je vis un peu tout ce que j'aimerais vivre maintenant, mais que je peux pas encore. D'accord. Bon, alors c'est quoi le prochain roman? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Là, en ce moment, j'écris un roman de drame et d'amour et je compte bien le terminer. Mais pour le moment, j'ai pas encore d'autres projets pour de prochains romans. D'accord, merci. Alors justement, là, on va se téléporter un peu, c'est la magie de la télé, on va dire ça comme ça. On voulait accueillir Eric Orsena, qui sera l'un des invités du festival dimanche. Et il ne pouvait pas être avec nous, malheureusement, parce qu'il est toujours par Mons et par Vaud très sollicité. Donc c'est un écrivain, membre de l'Académie française. Mais il nous a accordé un petit entretien cette semaine chez lui à Paris. Et vous allez voir, il a beaucoup de choses à dire sur ce thème de l'intimité, de la sincérité, des réseaux sociaux. Et à la fin, je pense que vous serez assez tentés de venir l'écouter dimanche, parce qu'il va parler de Jean de La Fontaine. Et vous verriez que derrière l'homme des fables, la morale n'est pas tout à fait celle que l'on croit. Je vous en dis pas plus. L'intimité, c'est un peu la raison d'être de l'écriture. Que sont les écrivains? Des explorateurs. L'explorateur de ce que c'est qu'être humain. Être un être humain, être un homme, être une femme, c'est un explorateur. Et c'est pour ça que j'écris des romans, pour explorer. On me demande d'où ça vient, les romans. Ça vient de quelque chose
que je ne comprends pas. Par exemple, je ne comprends pas qu'on puisse m'aimer, je fais un roman. Je ne comprends pas qu'une femme choisisse de rester avec un imbécile de mari alors que je suis un être absolument merveilleux, donc je suis un roman, etc. Ce genre de choses. Donc l'intimité, c'est ça. C'est-à-dire cette singularité incroyable de l'écriture, du roman. Et c'est ça le paradoxe incroyable, c'est que plus vous êtes intime, plus vous êtes singulier, plus vous parlez à tout le monde. C'est pour ça que les idées générales n'ont aucun intérêt. C'est très intéressant, cette distinction. Intimité, secret. Intimité, c'est soi-même. Mais on peut très bien être soi-même sans que ça soit secret. Et ce qui se passe avec le journal intime, il y a deux possibilités, qui ne sont pas d'ailleurs contradictoires. Il y a des écrivains qui ne font jamais le journal intime. Moi, par exemple, jamais. Je raconte ce qui me concerne, mais en passant par la fiction. Le jeu sans arrêt, le jeu et le jeu et le jeu, sans arrêt. Et puis d'autres qui sont complètement dans le reportage d'eux-mêmes. Vous voyez ? Et moi, j'ai fait des différences entre ce qui est le reportage, je suis comme vous, reporter, vous, France 3, reporter, et puis en même temps, la fiction. Et parfois, la fiction, c'est-à-dire le faux, permet d'aller plus loin dans le vrai. C'est le principe même de l'art. Et puis il y a des gens qui font des œuvres complètes qui sont des journaux et qui ont été des explorateurs d'eux-mêmes. Et donc, on peut prendre, par exemple, ces journaux non expurgés de Anaïs Nin, où elle racontait toutes ces histoires. Elle avait 5 amants en même temps, comment c'était. Donc c'est tout à fait passionnant de voir ça. Parce qu'elle mentait aux gens, parce que le mensonge était sa technique de liberté. Et elle mentait, en fait, pour avoir plus de vérité. Combien de fois nous mentons-nous à nous-mêmes? Alors, moi, je suis peut-être à l'ancienne, mais ce que j'aime avec l'écriture, c'est un premier filtre. C'est-à-dire qu'il y a un petit effort, il y a une première exploration. C'est pas tout donner, c'est pas dire « regardez ma gueule ». C'est ça qui est le principe du journal intime. C'est assez, contradictoire. D'une certaine manière, c'est « je me livre », mais par le fait qu'il y a l'écriture, il y a une sorte de distance, d'effort et d'aller plus loin. Parce qu'il y a le fait brut, je dirais, n'a aucune sorte d'intérêt. C'est-à-dire, filmer son mariage, c'est complètement ridicule. Mais quand vous prenez le soir même ou le matin, ou quand vous êtes dans le silence de vous-même, quand vous écrivez, vous êtes dans le silence. Et vous n'êtes pas juste à regarder votre tronche. C'est pour ça que la question qui est posée là, la question de la lecture, et la question de l'époque, c'est que, au fond, l'époque est à la consommation. On consomme. Alors que l'écriture, comme la lecture, c'est pareil pour moi. Je ne fais pas de différence entre écriture et lecture. La lecture, c'est une co-construction. C'est-à-dire, vous ne lisez pas le même livre que moi. Chaque lecteur se fait son film. Alors quand c'est Instagram, c'est le même film pour tout le monde. On peut penser que la transparence va annuler tout, puis on va tout dire. Mais ce qui est formidable, c'est que plus on dit, plus il y a des secrets. C'est ça qui me fascine. Parce que quand je vois Instagram ou des trucs comme ça, il dit « mais attends, mais t'as pas dit ça. Ben, allons plus loin, allons plus loin. » Bon, il y a des tas de gens qui montrent des trucs, qui montrent leur... Par exemple, prenons les mariages qui, en ce moment, sont un peu sujets à caution, parce que, franchement, on sait que c'est là d'où vient la catastrophe. Donc c'est quand même peut-être prémonitoire que tous ces gens qui se réunissent, au fond, ça crée des maladies. C'est quand même très étrange, pour la définition du mariage. Mais quand ces gens disent j'adorerais, moi, appeler les gens qui balancent des Instagram de leur joie de mariage et leur dire un peu salaud, leur dire vous êtes aussi heureux que ça? Vous avez vraiment confiance? Pensez que c'est le bon mec, pensez que c'est la belle nana et que vous allez vivre mieux en vous mettant à la colle plutôt qu'avoir été un peu seul? Pensez que c'est le bon moment? Moi, j'adorais discuter avec eux pour leur dire vraiment. Parce que c'est ça le vrai journal intime. C'est d'aller derrière les apparences. Le monde d'Instagram, c'est l'apparence. L'apparence n'a aucun intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est me glisser derrière. Donc 3 millions de personnes écrivent, ça veut dire qu'ils sont seuls, au fond. Et qu'ils ne savent pas qui ils sont. Moi non plus, d'ailleurs. Et pourquoi pas? Il y a une sorte de... Vous savez, moi, je suis frappé de l'inverse. C'est-à-dire que sur
66 millions de Français, que 63 millions n'écrivent pas de journal intime. Ça veut dire qu'ils auront passé leur vie en se désintéressant du principal personnage de leur existence, qui était eux-mêmes. Moi, c'est plutôt l'inverse qui me semble sidérant. Tous ces gens qui disent « Ah, mais je ne m'intéresse pas à moi-même », mais c'est dommage non seulement pour eux, mais pour leurs proches. Comment peut-on aimer les autres, à tous les points de vue, si on ne s'aime pas soi-même? Donc moi, tous ces gens qui disent « Ah, tu te regardes le nombril », très bien, mais le nombril, si j'ai pas de nombril, je peux pas, j'ai pas de ventre. Si j'ai pas de ventre, je respire pas. Si je respire pas, je suis pas vivant. Dimanche, je vais révéler l'autre côté de La Fontaine. Car La Fontaine n'est pas seulement celui que nous connaissons, le bonhomme, l'homme des fables, avec une morale très gentille, pas seulement. Il est aussi l'auteur de contes très coquins, voire extrêmement chauds, avec des obsessions qu'il avait sans arrêt, et il en a écrit 70, figurez-vous. Alors je vais vous en lire un, en tout cas le début, pour vous donner envie de venir. Mais uniquement les adultes, parce qu'autrement, et les adultes consentants, parce que je ne veux pas de procès. Alors, voici les lunettes. Jadis s'était introduit un blondin chez des nonins à titre de fillette. Je traduis. Un jeune garçon s'était glissé dans une abbaye de femmes en se faisant passer pour une novice. Et figurez-vous que la dite une nonnaine, c'est-à-dire une religieuse, devient enceinte. Alors vous imaginez le branle-bas dans le couvent. Et il faut trouver qui est responsable de ce scandale. Et La Fontaine va loin dans cette histoire. Donc rendez-vous dimanche. On arrive bientôt au terme de cette émission, mais avant, je voudrais faire un dernier tour de table invisible avec vous, Claire. Quel est le journal intime qui vous a marqué? Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques mots aussi pourquoi? Et c'était quand, peut-être, quand vous l'avez lu aussi? Oui, je pense que c'est le journal d'Hélène Baird. C'était vraiment une révélation. Je l'ai entendu en audio, en fait, sur France Culture, et je l'ai lu après. Et c'est vrai que voir l'évolution et l'engagement de cette jeune fille qui a une vingtaine d'années, qui fait ses études à la Sorbonne, qui voulait passer son agrég d'anglais, et voir comment tout est bouleversé par l'arrivée de la guerre, la première fois elle doit porter le toile jaune, et pour autant comment elle continue à s'engager auprès des enfants qui n'ont plus leurs parents, qu'elle recueille, et puis comment tout au long de ces années, sa haine, elle essaye de lutter contre cette haine qui se développe pourtant en elle essaye quand même de comprendre, elle se dit il va falloir témoigner, j'écris pour qu'on comprenne combien cette période a été difficile, et qui reste héroïque en fait jusqu'au moment de la déportation où elle est encore un modèle pour ceux qui l'ont vue avant sa mort. Donc battue à mort, parce qu'elle a le typhus, elle ne peut plus se lever, et puis elle est battue par une gardienne là, du camp, et elle meurt. Donc c'est vraiment, on est en direct de ces dernières années de vie, et c'est vraiment très, très frappant. Ouais. Très grande âme, vraiment. Baya, vous nous avez parlé du roman graphique, c'est La théorie des monstres, c'est ça? C'est moi ce que j'aime, c'est les monstres. Oui. C'est une bande dessinée, mais qui, je pense, peut s'approcher du journal intime. Ça parle de quoi? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comme ça donne envie aussi peut-être de se plonger dedans. Alors, c'est... je vous conseille vraiment de le lire. Je préfère faire ça. D'accord. Voilà. Moins on en dit, mieux c'est. Oui. D'accord. Bon, pas de problème. Ça vaut le coup de le lire. Et sans a priori et sans trop en dire, c'est ça vous? Bon... En fait, c'est compliqué dans ce récit de savoir quelle est la part d'autobiographie et de fiction, mais ça raconte l'histoire d'une petite fille qui grandit donc aux États-Unis et qui aime les monstres et je saurais pas en dire plus en fait, qui a des difficultés, quelques soucis notamment dans le cadre de la famille, et qui évoque également tout ça. Et l'histoire est beaucoup centrée autour d'elle, de son enfance et de son histoire familiale. Mais il y a une part de fiction, donc c'est toujours une ambiguïté un petit peu. D'accord. Merci pour le conseil. Et vous alors, Jean-Pierre, qu'est-ce qui est un ou deux journaux intimes qui vous auraient marqué? Alors, et pourquoi aussi? Une femme, un homme. Allez. Lisez tous le journal intime de Marie Bashkirtsev, à la fois diariste, peintre, sculpteur, deuxième moitié du 19e siècle, morte à 25 ans de la tuberculose. C'est un outil d'émancipation fabuleux, mais en même temps, cette jeune femme est cernée par la mort.
Et d'une certaine façon, son journal intime est un dialogue incessant avec la vie et avec la mort. Et puis alors quelque chose d'un peu plus drôle, c'est l'abbé Munier. Alors ça semble pas drôle comme ça. L'abbé Munier, c'est entre 1880 et 1939 le prêtre dans la communauté des écrivains est le prêtre des écrivains. C'est pas le Lamorandière des plateaux de télé, non, c'est l'abbé Munier. C'est un homme qui est resté très campagnard, très prisé des écrivains parce que il hérite de toutes leurs confidences. C'est l'époque de Proust, il ne dit jamais rien, il ne balance jamais. Mais alors c'est merveilleux. Je prépare un parole de prêtre pour 2021 et il fallait regarder dans le rétroviseur et aller chercher ce journal savoureux dans lequel il crucifie sa hiérarchie religieuse. Les problèmes de l'Église ne datent pas d'hier. Et je dois dire que c'est savoureux. C'est savoureux d'ailleurs, sa hiérarchie l'on a voulu parce que petit à petit, sans attendre le Covid-19 et le confinement, lui, il a été confiné par sa hiérarchie. Eh bien, merci à tous pour ce bon moment. J'espère que vous avez passé du bon temps en notre compagnie. C'est la fin de cette émission. Je vous invite vraiment à venir à ce festival du journal intime ici à Saint-Gildas-de-Ruys. Vous pouvez encore participer à des ateliers, il y a des places. Il y aura tout un tas de lectures, notamment par Éric Orsena, Horatical, la comédienne aussi Anne Brochet, et qui pourront vous faire découvrir encore une fois des textes dont vous ne soupçonniez pas l'existence, ou alors vous faire re-apprécier des textes que vous connaissez déjà. Moi, je vous dis à très bientôt.